En 2014, sous un bloc déjà considéré comme impossible, des archéologues ont découvert un géant en calcaire long de 19,6 mètres large, de 6 mètres, pesant un incroyable 1650 tonnes, presque 3 fois ce que les Romains pouvaient soulever. Les archives officielles insistent sur le fait que Rome a tout construit, mais ces nouvelles découvertes suscitent des doutes. Si la pierre de la femme enceinte n'était que le début, alors quelles mains anciennes ont sculpté le véritable plus grand monolithe de l'histoire? Et pourquoi la technologie pour le déplacer semble-t-elle avoir disparu? Bien avant que des archéologues ne mettent les pieds dans la carrière de Baalbek avec des rubans à mesurer et des scanners laser, la pierre de la femme enceinte avait déjà taillé une place dans la légende locale. Les villageois l'appelaient Hajar al-Hibla, la pierre de la femme enceinte. Certains disaient qu'une femme avait promis de la déplacer si on l'alimentait jusqu'à son accouchement. D'autres affirmaient qu'elle apportait la fertilité ou murmuraient que des djinns avaient été forcés de la sculpter pour le roi Salomon. Pendant des décennies, ce bloc de 1000 tonnes avait été traité comme le point final de l'ambition humaine, une relique trop massive même pour les anciens empires. Les histoires circulaient, mais la pierre elle-même restait silencieuse, à moitié enfouie et abandonnée au bord de la carrière. En 2014, ce silence a été rompu. Janine Abdul-Masih, professeure à l'université libanaise, est retournée sur le site avec le soutien de l'Institut archéologique allemand. L'équipe n'était pas là pour poursuivre le folklore. Ils avaient des permis en main et un mandat pour répondre à une question technique: que se cachait-il sous la pierre de la femme? Et c'était atteint quand les guides locaux avaient toujours signalé des marques d'outils étranges et des bords inachevés. Abdul Masih voulait savoir si ces indices suggéraient quelque chose de plus profond, peut-être un motif manqué par les enquêtes précédentes. L'excavation a commencé par une tranchée étroite coupant soigneusement sous le calcaire usé. En quelques jours, l'équipe a découvert une nouvelle surface plate, travaillée et impossiblement grande. Les mesures l'ont confirmé: presque 20 mètres de long, 6 mètres de large et plus de 5 mètres de haut. Ce n'était pas une étagère naturelle, mais un deuxième monolithe encore plus grand, façonné et laissé en place. La découverte n'a pas seulement ajouté une note de bas de page à la mythologie locale, elle a réécrit. Le défi technique: le plus gros bloc de pierre jamais extrait par des mains humaines se cachait à la vue de tous, enterré sous des siècles de poussière et de rumeurs. La décision d'Abdul Masih de creuser a transformé Baalbek d'un site légendaire en un puzzle judiciaire exigeant des réponses que le folklore seul ne pouvait jamais fournir. Les arpenteurs de la carrière de Baalbek faisaient face à une tâche qui exigeait une précision absolue. Avec la tranchée dégagée et la face supérieure du nouveau monolithe exposée, l'équipe a apporté des scanners laser et des rubans calibrés. Les chiffres qu'ils ont enregistrés étaient sans ambiguïté. Le bloc mesurait 19,6 mètres d'un bout à l'autre, plus long qu'un bus de ville. Sa largeur mesurait exactement 6 mètres et la hauteur exposée atteignait au moins 5 mètres et 5 décimètres, avec des parties encore cachées sous le sol de la carrière. Ces chiffres ne provenaient pas d'estimations approximatives, mais d'un contact direct. Des rubans en acier tendus le long du bord du bloc. Des affichages numériques vérifiés et revérifiés. Chaque dimension était consignée dans les notes de terrain vérifiées par les protocoles de l'Institut archéologique allemand. L'échelle défiait les attentes même pour des archéologues chevronnés. Une seule pierre sculptée dans du calcaire solide, mesurant plus de 100 mètres carrés de surface. Les arpenteurs ont parcouru sa longueur et ont constaté qu'en marchant lentement, il fallait presque 1 minute pour passer d'une extrémité à l'autre. Le volume du bloc calculé à partir de ces mesures laissait entrevoir une masse qui défierait bientôt toutes les limites connues de l'ingénierie ancienne. Mais pour l'instant, l'accent était mis sur l'exactitude. Chaque angle, chaque bord, chaque irrégularité subtile était cartographié. Le sol de la carrière autour du bloc était marqué par des piquets d'arpentage et l'orientation du bloc était tracée par rapport à la pierre de la femme enceinte juste au-dessus. Aucune distorsion due à des siècles d'enfouissement, pas de fissures majeures ni d'affaissement, juste un monolithe si grand que sa véritable forme ne pouvait être capturée qu'en parcourant son périmètre avec des instruments en main. Les chiffres étaient définitifs. 19,6 mètres de long, 6 mètres de large, 5,5 mètres de haut. Ce n'étaient pas des estimations. C'étaient les bases de chaque calcul, de chaque théorie, de chaque défi à venir. Pour la première fois, le monde avait les données empiriques nécessaires pour confronter le véritable puzzle d'ingénierie de Baalbek. Aucun autre site ancien n'a jamais produit un bloc de pierre de cette échelle. Le troisième monolithe n'est pas juste une autre addition au décompte des géants de Baalbek. Il éclipse toutes les autres pierres sculptées de l'Antiquité. Son volume dépasse celui de l'obélisque inachevé d'Aswan, les plus grandes pierres de Stonehenge et les blocs les plus lourds des pyramides de Gizeh combinées.
Avec environ 1650 tonnes, il se tient seul au sommet des livres de records, non pas par une petite marge, mais par des centaines de tonnes. La décision d'essayer un tel bloc n'était pas un accident d'extraction trop enthousiaste. C'était délibéré un signal clair que les bâtisseurs visaient quelque chose au-delà de tout précédent connu. Dans le monde de l'ingénierie ancienne, la taille n'est pas seulement une question de fierté. Chaque augmentation de masse multiplie la complexité de chaque problème extraction, mouvement, placement, et même le risque d'échec catastrophique. Les dimensions du troisième monolithe signifient en fait que chaque règle établie pour le transport et le levage ancien doit être réexaminée. Les explications standard rouleaux en bois rampe équipe de bœufs, même les meilleures grues romaines commencent à s'effondrer sous le poids de cette seule pierre. Aucun texte ancien ne décrit un plan pour déplacer quoi que ce soit de cette taille. Aucune autre culture n'a laissé derrière elle un défi comparable. Ce bloc réinitialise la limite supérieure de ce qui était considéré comme possible. Ce n'est pas seulement une pierre plus grande, c'est un nouveau test pour les limites de la technologie ancienne. L'ambition derrière sa sculpture suggère une confiance perdue dans le déplacement de l'immovable, une volonté de parier des centaines de tonnes de travail sur une méthode qui reste non documentée. L'existence du troisième monolithe n'est pas seulement un puzzle pour les archéologues, c'est un défi direct à quiconque prétend comprendre la mécanique du monde ancien. Les chiffres sont établis. La prochaine étape est de voir si une tradition d'ingénierie connue peut rendre compte de cela. La seule façon de comprendre le problème d'ingénierie à Baalbek est de commencer par des chiffres concrets. Chaque calcul repose sur 3 entrées, la longueur, la largeur et la hauteur du bloc, ainsi que la densité de la pierre elle-même. Le troisième monolithe mesure 19,6 mètres de long, 6 mètres de large et 5,5 mètres de haut. En multipliant ces dimensions, on obtient un volume de 646,8 mètres cubes. Le calcaire de la vallée de Bacau a une densité moyenne de 2,7 tonnes métriques par mètre cube, une valeur confirmée par des études géologiques, et correspondant à la texture fine et pâle de la pierre observée dans toute la carrière. Multiplier le volume par la densité 646,8 mètres cubes multiplié par 2,7 tonnes métriques par mètre cube. Le résultat est une masse de 1 746,36 tonnes métriques. Même en tenant compte des irrégularités de l'altération et des marges de mesure, l'estimation sur le terrain de l'Institut archéologique allemand arrondit cela à 1650 tonnes. Ce chiffre n'est pas une estimation ou une légende, c'est le résultat d'une mesure directe et de la physique standard. Pour mettre cela en perspective, un camion de 18 roues entièrement chargé pèse environ 40 tonnes. Le troisième monolithe équivaut à plus de 40 de ces camions fusionnés en un seul bloc sans couture, sans joint et sans faiblesse interne. Ce n'est pas seulement la pierre la plus lourde jamais sculptée dans l'Antiquité, c'est 2 fois la masse des plus grands blocs de Stonehenge et plus lourd que l'obélisque inachevé d'Aswan, qui a lui-même été abandonné parce qu'il s'est fissuré sous son propre poids. Il n'y a aucune preuve de remplissage léger ou de liants artificiels. Des échantillons de carottes et des marques de carrière confirment un calcaire solide et naturel tout au long. Les chiffres ne sont pas sujets à débat. Le défi devient maintenant mécanique non mythique. Toute théorie pour déplacer ce bloc doit répondre à 1650 tonnes de pierre, pas à la légende ou à la spéculation. Chaque affirmation d'ingénierie, chaque explication historique doit maintenant faire face aux mathématiques impitoyables de la masse et de la densité. Les manuels d'ingénierie romaine décrivent les Paulae Espastos comme leur outil ultime de levage lourd. C'est une grue à treuil en bois alimentée par des équipes d'hommes avec une charge maximale de 60 tonnes. Ce n'est pas une estimation théorique, c'est la limite supérieure calculée à partir de la résistance du bois et du point de rupture des cordes en fibres naturelles. Tout ce qui est plus lourd et le cadre de la grue se casse, la corde se coupe ou tout l'appareil s'effondre. Les chiffres ne sont pas négociables. Prenons maintenant les pierres Striliton, chacune pesant 800 tonnes, divisez 800 par la limite de 60 tonnes, et la réponse est claire. Il vous faudrait au moins 14 grues polyspastos toutes, soulevant en unisson juste pour lever un seul bloc. Pour le troisième monolithe pesant 1650 tonnes, et les calculs sont encore plus impitoyables. Cela représente 27,5 grues, arrondies à 28 grues romaines, à échelle réelle chacune, avec son propre treuil, sa base et son équipage travaillant ensemble. Ce n'est pas seulement une question de main-d'œuvre ou de poulies astucieuses. Chaque polyspastos poli nécessite une empreinte de base d'environ 5 par 5 mètres pour se tenir en toute sécurité. 14 grues pour vos récords ont besoin d'une ligne droite d'au moins 70 mètres avec suffisamment d'espace pour éviter d'emmêler les cordes ou de faire entrer en collision les flèches. 28 auraient besoin du double.
Le mur du podium où se trouve le Triliton mesure environ 60 mètres de long, déjà moins que le minimum pour les grues même, avant de prendre en compte le bloc lui-même et le bord du mur. Empiler des grues n'est pas possible. Des empreintes qui se chevauchent signifient instabilité et désastre. Il n'y a aucune preuve de zone de staging large et renforcée, quoi. Pas de prise parfois pour ancrer dans des dizaines de grues, pas de matériel restant ou de fosses de fondation. Chaque site de construction romain connu qui a utilisé des grues a laissé derrière lui des marques, des trous ou des débris. À Baalbek, le mur est propre. L'arithmétique est simple, mais la logistique est impossible. L'histoire officielle exige un défilé de grues qui ne peuvent pas s'adapter, ne peuvent pas se synchroniser et ne peuvent pas laisser de traces. Les chiffres ne font pas seulement pression sur la croyance, ils la brisent. Ce qui reste est un dilemme spatial. Même si vous aviez les grues, il n'y a nulle part où les mettre. Chaque théorie mainstream pour déplacer les géants de Baalbek repose sur un recours des rouleaux en bois et la force brute. La logique est simple. Placez des rondins sous le bloc, obtenez suffisamment d'hommes ou de bœufs pour tirer, et la pierre roulera jusqu'à sa destination. Mais lorsque les chiffres sont calculés, ce scénario s'effondre sous son propre poids. Commencez par la contrainte de contact. Un bloc de 1650 tonnes reposant sur même une douzaine de rouleaux en bois dur signifie que chaque rouleau supporte plus de 130 tonnes. Les meilleurs bois durs locaux chêne et cèdre commencent à se déformer à des contraintes de compression supérieures à 40 à 60 mégapascales. Sous le troisième monolithe, la pression dépasse 100 mégapascales à la surface de contact. Au lieu de rouler, les rondins s'aplatissent et se fendent. Des projets d'archéologie expérimentale ont réussi à déplacer des pierres allant jusqu'à 200 tonnes en utilisant des rouleaux épais. Mais les fibres de bois se compressent et les rondins échouent parfois dès une seule tentative. Aucun bois dans le monde ancien ne pourrait survivre à la force écrasante du plus grand monolithe de Baalbek, surtout sur des centaines de mètres de terrain de carrière inégale. La friction est le prochain châssis et le prochain obstacle. Même avec le coefficient le plus optimiste de 0,1 pour le bois lubrifié sur la pierre, la force requise pour commencer à déplacer le bloc dépasse 160 000 newtons. C'est la puissance de traction de plus de 160 bœufs, tous parfaitement synchronisés, tirant en ligne droite sans une seule pause. Sur une pente ou un terrain accidenté, la force augmente encore. Les équipes auraient besoin d'une route plus dure que le calcaire parfaitement nivelée et exempte de ornières juste pour éviter que les rouleaux ne s'enfoncent dans la terre. Aucun lit routier ancien de ce type n'a jamais été trouvé à Baalbek. Les rampes et les traîneaux font face au même mur de physique. Un traîneau portant 1650 tonnes, même sur de l'argile humide, s'arrêterait net alors que la friction et la pression au sol submergeraient toute équipe pratique. Les mathématiques ne permettent pas de solution de contournement. Chaque tentative d'augmenter la méthode des rouleaux ou des rampes se heurte au même mur de briques. Les matériaux échouent avant même que la pierre ne bouge. Les chiffres ne laissent aucune place à la légende ou aux pensées illusoires, seulement aux limites strictes de l'ingénierie ancienne. Le podium de Baalbek présente un problème de disposition qu'aucune quantité de main-d'œuvre ancienne ne peut résoudre. Le mur de soutènement ouest où se trouvent les blocs de Triliton mesure environ 60 mètres de long. Chaque grue Polyspastos, le meilleur dispositif de levage disponible pour les ingénieurs romains, nécessite une base d'environ 5 mètres carrés, juste pour fonctionner en toute sécurité. Pour soulever même une des pierres du Triliton, les calculs exigent 14 grues alignées côte à côte, chacune avec son propre équipage, son treuil et son espace pour les cordes et les contrepoids. Pour le troisième monolithe, l'exigence passe à 28, mais le mur du podium n'a tout simplement pas l'espace. Sa largeur et les dénivellations de chaque côté ne laissent aucune place pour des grues qui se chevauchent pas de marge d'erreur et aucune preuve de zone de staging renforcée ou de fosse d'ancrage. La géométrie est aussi impitoyable que la physique. Il y a un autre détail qui refuse de s'inscrire dans l'explication standard. Les ingénieurs romains laissaient toujours leur marque littéralement. Les lourds blocs déplacés par des grues présentent des trous de Lewis, les fentes rectangulaires où des clés en fer étaient insérées pour saisir et soulever la pierre. Sur chaque monument romain où des grues ont été utilisées, ces fentes sont présentes et évidentes. À Baalbek, les couches supérieures plus petites et clairement romaines affichent des trous de Lewis exactement là où on les attendait. Les géants mégalithiques en dessous, y compris le Triliton et le troisième monolithe, sont lisses. Pas de fente, pas de prise, pas de signe de levage par grue, et ce n'est pas un équipement manquant, c'est une empreinte digitale manquante. C'est là que les chiffres cessent d'être abstraits. L'histoire officielle vous demande de croire en un défilé de grues.
qui ne peuvent pas s'adapter soulevant des pierres sans preuve de leur prise. L'empreinte du podium est une limite stricte. L'absence de trou de Lewis est un verdict silencieux. Chaque calcul, chaque mesure, chaque marque manquante pointe vers la même contradiction. Les pierres sont réelles, mais les méthodes standards ne le sont pas. Si vous regardez et que vous avez une théorie qui correspond aux mathématiques, à l'espace et aux preuves physiques, mettez-la dans les commentaires ci-dessous. Abonnez-vous pour plus d'analyses judiciaires, car à Baalbek, le mystère ne concerne pas seulement la taille des pierres, mais comment chaque solution connue manque d'espace. Le mur de Baalbek raconte sa propre histoire à travers la surface de ses pierres. Le long de la base, les énormes mégalithes affichent une peau usée et inégale des creux profonds et des cavités irrégulières sculptées par des siècles de vent d'eau et de poussière. Ce ne sont pas les lignes nettes d'un travail récent, mais les marques d'une exposition implacable. Le calcaire ici est suffisamment tendre pour que la pluie l'attaque, pourtant la profondeur et la complexité de l'altération dépassent de loin ce qui est observé plus haut. En revanche, les couches supérieures des blocs romains plus petits, chacun pesant environ 60 tonnes, conservent des bords nets et des faces lisses. Les marques d'outils restent visibles et les joints entre les blocs sont nets. Même après 2000 ans, la maçonnerie romaine semble presque neuve comparée aux géants érodés en dessous. Des études photogrammétriques confirment cette différence de texture et de contour. Les pierres inférieures ont perdu un matériau mesurable à cause de la karstification avec des pits et des canaux de surface qui captent la lumière sous tous les angles. Les couches supérieures cartographiées dans les mêmes scans montrent seulement un léger arrondi au coin. Cette frontière nette s'étend horizontalement le long du mur séparant les mégalithes fortement altérés des couches romaines intactes au-dessus. La précision des blocs romains se distingue encore plus par rapport aux phases usées qui se trouvent en dessous. Ce n'est pas seulement une question d'échelle, mais d'âge inscrit dans la pierre. Les blocs inférieurs semblent anciens, presque géologiques dans leur usure, tandis que les pierres supérieures semblent presque récentes par comparaison. Sans un seul mot de texte ou d'inscription, le mur présente un enregistrement visible de deux histoires très différentes séparées par une ligne claire dans la maçonnerie. Les faces usées à la base du mur sont où nous commençons à quantifier l'âge des pierres inférieures de Baalbek. Ces creux ne sont pas seulement des bizarreries visuelles, ce sont les enregistrements physiques du calcaire se dissolvant millimètre par millimètre sous des siècles de pluie et de vent. Les géologues étudiant des calcaires jurassiques similaires à travers le Liban ont mesuré des taux de karstification moyens d'environ 0,1 mm par siècle. Cela signifie qu'en 100 ans, la pierre recule de l'épaisseur d'un ongle. C'est un processus lent, mais il ne s'arrête jamais. Lorsque la profondeur des pits les plus profonds sur les mégalithes inférieurs est mesurée, atteignant parfois 10-20 ou même 30 mm, les chiffres commencent à raconter une histoire différente. Diviser un pit de 20 mm par un taux de 0,1 mm par siècle et le résultat est de 200 siècles, soit 20 000 ans. Même si le taux est doublé pour des périodes de temps plus rudes ou de pollution, l'estimation minimale remonte toujours à des milliers d'années, bien au-delà des 2000 ans depuis la construction du temple romain. Les blocs romains supérieurs, en revanche, montrent à peine une trace de ce type d'érosion. Leurs faces sont nettes, leurs coins aigus, leurs marques d'outils encore visibles. Si les deux couches avaient été exposées pendant la même période, l'altération devrait correspondre. Au lieu de cela, les pierres inférieures affichent une chronologie géologique qui remonte aux premiers jours de la construction humaine. Les chiffres ne sont pas parfaits, les taux de karstification peuvent varier et les conditions locales comptent, mais l'échelle de la différence est trop grande pour être ignorée. Le mur se lit comme un registre. Plus le pit est profond, plus la pierre a fait face aux éléments longtemps. Et à la base de Baalbek, les chiffres suggèrent un âge que le record romain ne peut expliquer. En mettant les preuves côte à côte, le mur de Baalbek se lit comme une chronologie gravée dans le calcaire. Les mégalithes inférieurs, usés par des pits karstiques profonds et une altération irrégulière, montrent des signes d'exposition qui s'étendent sur des milliers d'années. Les blocs romains supérieurs nets et à joints aigus conservent des marques d'outils comme s'ils avaient été posés juste des décennies auparavant. Ce n'est pas une différence subtile. Lorsque les géologues mesurent les pits les plus profonds sur les pierres de base, atteignant parfois 20 ou 30 mm, et appliquent même les taux d'altération régionaux les plus conservateurs, les chiffres atteignent des dizaines de milliers d'années. Pendant ce temps, les couches romaines au-dessus ont à peine perdu 1 mm face aux mêmes éléments. Si les deux couches avaient affronté les intempéries ensemble, l'érosion devrait être uniforme.
Au lieu de cela, le mur du podium est divisé par une ligne horizontale, une frontière visuelle et géologique séparant deux époques. Les hauts-pierres inférieures ont vécu des cycles de pluie, de vent et de poussière que les blocs supérieurs n'ont jamais connus. Aucune inscription romaine, aucun texte ancien ne fait état d'un écart de cette ampleur. La chronologie standard insiste sur le fait que l'ensemble du podium a été construit en une seule fois par les Romains, pourtant la pierre elle-même refuse de se conformer. La stratigraphie couche après couche de construction suggère un palimpseste pâle, avec des fondations plus anciennes soutenant des ambitions plus jeunes. Cette contradiction chronologique pose une nouvelle question. Qui a façonné la fondation avant l'arrivée des Romains, la structure même du mur des mégalithes anciens portant les cicatrices d'un temps profond surmonté de pierres romaines portant encore les marques des ciseaux invite à un réexamen de chaque affirmation d'ingénierie faite pour Baalbek. Les preuves ne remettent pas seulement en question l'histoire officielle, elles exigent une recherche des bâtisseurs dont les méthodes et les motivations ont été perdues dans l'histoire. Sur les faces exposées du troisième monolithe et de la pierre de la femme enceinte, la surface raconte une histoire que les chiffres seuls ne peuvent capturer. Le long des côtés se trouvent des rainures verticales profondes, larges et peu profondes directement taillées dans le calcaire. Ce ne sont pas les lignes nettes et droites des ciseaux familiers de la construction romaine. Au lieu de cela, les marques se courbent et se chevauchent en bandes inégales comme si un outil massif avait découpé des tranches de pierre les unes après les autres travaillant de haut en bas. Le motif se répète sur les faces inachevées, chaque scoop mesurant jusqu'à la largeur d'une main en profondeur et plusieurs pieds de long. Aucun texte romain ou traité de carrière ne décrit une méthode laissant des marques comme celle-ci. Le parallèle le plus proche vient d'Égypte, à près de 1000 km de là. L'obélisque inachevé d'Assouan, abandonné dans sa carrière, présente des rainures verticales remarquablement similaires. Là, les archéologues pensent que des boules de frappe ou des traîneaux lestés ont créé les canaux en forme de scoop, libérant progressivement l'obélisque du socle rocheux. À Baalbek, les scoops sont encore plus prononcés et leur disposition suggère un processus méthodique presque mécanique, pas les cicatrices aléatoires de coins ou le marquage fin des ciseaux. La répétition et l'échelle laissent entrevoir un outil ou une technique capable d'enlever de grands volumes de pierre rapidement chaque passage, laissant derrière lui une large trace concave. L'analyse de surface du calcaire confirme que les rainures ne sont pas le résultat d'une érosion ultérieure ou de dommages accidentels. La pierre entre les scoops reste lisse sans signe de fissure ou de choc de marteau. Cela signifie que les marques ont été créées dans le cadre de l'extraction originale, pas lors de l'abandon ou de l'effondrement. Des ingénieurs judiciaires étudiant le site notent qu'une telle uniformité et profondeur serait difficile à atteindre avec des outils portables seuls, surtout sur un bloc de près de 20 mètres de long. Les papereux Obey pointent vers une méthode d'extraction dépassant la pratique romaine standard, laissant sa signature dans chaque passage de la pierre, remettant en question les hypothèses sur la technologie disponible à Baalbek. Le débat sur les méthodes de construction de Baalbek prend un tournant lorsque la question du matériau entre en jeu. Joseph Davidovits, un chimiste des matériaux français, soutient depuis des décennies que certains mégalithes anciens n'ont pas été sculptés, mais coulés, formés à partir d'un béton ancien, connu sous le nom de géopolymère. Selon cette hypothèse, les bâtisseurs auraient pu verser une boue de calcaire concassée d'eau et de liant alcalin dans des moules en bois et laisser durcir sur place. Si cela est vrai, cela contournerait la nécessité de déplacer ou de soulever des pierres pesant des centaines voire des milliers de tonnes. Des joints serrés, des ajustements sans couture et l'absence de marques de levage pourraient tous être expliqués par une technique de pierre coulée. Mais lorsque les preuves sont présentées, la théorie rencontre des défis immédiats. Des études de terrain et des échantillons de carottes de la carrière de Baalbek confirment que le troisième monolithe et ses voisins sont composés de calcaire jurassique naturel correspondant au socle local en grains couleur et contenu fossile. Aucune étude publiée de microscopie à section mince ou de diffraction des rayons X n'a détecté de liant artificiel de silice amorphe ou de signature microstructurale de géopolymérisation. L'excavation de l'Institut archéologique allemand en 2014, dirigée par Janine Abdul-Masih, a donné la priorité à la documentation des marques d'outils, de la stratigraphie et de l'orientation des blocs. Leurs rapports décrivent des cicatrices d'extraction et des bords inachevés, conformes à l'extraction traditionnelle, pas à la coulée. Les marques de scoop sur les monolithes, bien que inhabituelles, ne montrent aucun résidu de matériaux coulés ou de couture de moule. Les partisans pointent vers des joints presque parfaits entre certaines pierres du podium comme preuve de coulée sur place. Pourtant, les analyses pétrographiques, là où elles sont disponibles, montrent un calcaire cristallin avec des plans de lit naturels,
pas la matrice amorphe typique du béton géopolymère. En l'absence de preuves directes de laboratoire provenant de Baalbek, l'hypothèse de la pierre coulée reste spéculative. Le point de vue dominant, soutenu par la géologie de terrain et l'ingénierie, soutient que les pierres sont des blocs extraits naturels, jusqu'à ce qu'une étude évaluée par des pairs trouve des liants artificiels dans les mégalithes de Baalbek. La théorie du géopolymère reste dans la zone jaune intrigante mais non prouvée. Les chiffres et la pierre elle-même exigent des preuves solides avant de réécrire les règles de l'ingénierie ancienne. Chaque théorie sur la manière dont les énormes pierres de Baalbek ont été déplacées fait face au même test. Preuves physiques, limites d'ingénierie et ce qui reste. Certaines idées survivent au premier tour, la plupart non. L'extraction vient en premier. Les blocs de calcaire montrent des rainures en forme de scoop et des marques d'outils, pas les coutures ou textures révélatrices de la coulée. L'analyse à section mince confirme une structure cristalline naturelle exempte de liants artificiels ou de géopolymères. Les blocs sont sculptés, pas coulés. L'idée de couler sur place persiste en arrière-plan possible, en théorie, mais non soutenue par quoi que ce soit dans le sol. Les pierres sont naturelles, façonnées à la main ou à l'outil, pas par la chimie. Le levage est la prochaine étape. Les grues romaines polyspastos bien documentées dans les textes anciens pouvaient gérer en toute sécurité 60 tonnes. Les pierres du Triliton nécessiteraient au moins 14 grues travaillant en parfaite synchronisation. Pourtant, l'empreinte du mur ne peut même pas accueillir la moitié de ce nombre. Pour le troisième monolithe, les calculs passent à 28 grues, chacune nécessitant 5 mètres d'espace. Pas de fosse d'ancrage, pas de reprise de fondation, aucune preuve d'un tel dispositif n'existe. Les mégalithes manquent de trous de Louis, les points de prise standards pour les grues romaines. Le verdict est clair. Les méthodes de levage romaines échouent au test. Le transport ne s'en sort pas mieux. Déplacer un bloc de 1650 tonnes sur des rouleaux ou des traîneaux écraserait tout bois connu. Même si des équipes d'hommes ou de bœufs pouvaient surmonter la friction, le sol s'effondrerait sous le poids. Une route plus dure que le calcaire serait nécessaire, pourtant aucune trace d'une telle surface, pas de gravier, compacté, pas de pavage en pierre, pas d'argile. Compacté n'a jamais été trouvé entre la carrière et le podium. L'infrastructure fait défaut, tout comme les preuves de mouvement. Les théories des rouleaux et des rampes sont insuffisantes. Chaque explication dominante trébuche sur le même écart, l'absence de route d'ingénierie. Sans la moindre trace d'infrastructure de surface solide, la logistique reste non résolue. La carrière fournit les pierres, le mur affiche leur masse, mais le chemin entre les deux est vide. Jusqu'à ce que de nouvelles preuves émergent, le vide demeure. Aujourd'hui, le troisième monolithe reste intact. 1650 tonnes de questions sans réponse. Son existence ne remet pas seulement en question l'ingénierie romaine, elle expose un vide dans notre compréhension de l'histoire humaine. À mesure que de nouvelles découvertes réécrivent les limites de la technologie ancienne, le passé devient moins certain et l'histoire de la civilisation se complexifie. Parfois, la preuve la plus solide est celle qui refuse de s'intégrer dans l'histoire. Partagez votre perspective ci-dessous.